Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un petit live ou un grand live, on verra en fonction de vous si vous participez un petit peu ou pas à l'émission. Ce soir, on reprend le même concept que la dernière fois, à vrai dire, c'est-à-dire tout simplement un live en même temps sur le Discord. Donc ça vous permettra de pouvoir venir participer directement vocalement. C'est aussi pour ça que j'ai le fameux casque pour pouvoir communiquer avec tout le monde. Donc on est en live entre le Facebook évidemment et le Discord pour ceux qui veulent participer et interagir avec nous. Vous venez sur le Discord, le lien s'affichera tout simplement sur les messages. Vous pourrez nous rejoindre et puis vous serez sur le live, il y a une case marquée live JD, vous vous mettez dedans, vous serez en mute, je vous démuterai quand ce sera votre tour de parler. Comme d'habitude, on va balancer l'intro et je présenterai évidemment notre invité. A tout de suite. Bienvenue à tous. Donc on va lancer ce petit live. Donc ce soir avec moi j'ai Gilles Torcy qui va faire le live avec moi, qui va donner son avis sur l'actualité du Paris Saint-Germain, le dernier match qu'on a eu hier, les derniers matchs, les 3 dernières semaines évidemment. Salut Gilles, comment vas-tu? Écoute, ça va bien. Tu te remets un petit peu de cette catastrophique moitié de saison? Non. Non, d'accord. Non. Non, c'est impossible de s'en remettre. Mais bon, on va faire avec. Alors on va commencer, on va déjà saluer un peu tout le monde là, tous ceux qui sont déjà arrivés. Je vais dire, alors commencer, voilà, il faut que je reprenne l'habitude. Hein. C'est vrai que pendant 2 semaines, 3 semaines même, j'étais pas là. J'ai dû préparer pour le boulot la foire de Paris, donc j'ai pas été actif. Mais on reprend tranquillement les bases, comme d'habitude. Donc salut Alain, salut Gildas, salut Isaac, salut Anne, comment ça va? Salut Benji, salut Baptiste, salut Jérémy. Salut James, comme d'habitude vous êtes toujours là, Cédric, au rendez-vous Albert, Tyrion, Emmanuel, Nordine, Benoît, salut à vous tous, salut José, salut Noémie. Ouais, j'espère que vous allez bien ce soir, on va débattre un petit peu sur l'actualité du Paris Saint-Germain évidemment, tout ce qui se passe, les rumeurs aussi qu'on entend un petit peu à droite à gauche sur le mercato. Évidemment le mercato, nous vous donnerons notre ressenti sur l'avenir du Paris Saint-Germain pour cet été. Que va-t-il se passer pour la plupart de nos joueurs actuels et puis ceux qui sont susceptibles de venir. Donc voilà, on va faire un petit topo de tout ça, on va pas non plus faire un live de 3 heures, mais je pense que on va essayer de s'éclaircir un petit peu les esprits sur les grandes lignes. Sur quoi tu veux commencer Gilles? Je t'écoute, lance le débat, allez c'est parti. Le débat, j'aimerais lancer sur les dernières déclarations de notre entraîneur et sur le match, notre dernier match. À savoir que il a fait, pour faire simple, il a parlé d'intensité, il a parlé des matchs de C1, quand il a vu qu'il y avait de l'intensité, qu'il voulait des guerriers. Apparemment, c'est ce qui a été travaillé avant le dernier match. Et quand j'ai vu le match, je me rends compte que c'était pas terrible, quoi. Donc ça me fait, j'ai peur pour son discours dans le vestiaire, j'ai peur que ça passe pas pour la saison prochaine. Voilà de quoi j'ai envie de parler aujourd'hui. Disons que pour Tourelle, on peut penser quand même qu'il est un peu dépassé. Hein. On a l'impression quand même que depuis le retour des repos là de mi-saison et le mercato d'hiver, on a l'impression que cette petite guéguerre qu'il y a entre lui et Enrique, c'est pas si... Voilà, on voit que ça commence à peser vraiment déjà sur les choix, mais en plus de ça, ça le déroute un petit peu de ses obligations, qui est vraiment de coacher le vestiaire, de coacher les joueurs en eux-mêmes, et puis surtout de donner du résultat sur le terrain. On voit bien que la mentalité n'y est pas depuis un bon moment, et on a eu un semblant début de saison de modification de cet état d'esprit en voyant beaucoup de solidarité entre les joueurs et le coach, mais on voit que tout ça se désagrège petit à petit et c'est ça qui est pas normal en fait. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que depuis déjà pas mal de mois que Tourelle a perdu le vestiaire. Je pense qu'aujourd'hui, il en est à nous raconter des salades. Il nous a raconté des salades, des excuses à 2 balles, à savoir l'avare, même si parfois c'était légitime, les absents. Il nous parle d'intensité. On se rend compte que l'intensité sur le match, elle n'a pas eu lieu. Tu as parlé de guéguerre avec Enrique. Pour certains,
ils ont pensé que la guéguerre était terminée. J'allais dire, elle ne fait que commencer. Le mercato n'a même pas commencé. Que par exemple, sur le cas Draxler, on a Enrique qui veut vendre Draxler et vous avez, j'allais dire, notre entraîneur qui veut conserver Draxler à tout prix. Donc le mercato n'est même pas commencé que les guerres sont déjà là en interne. Ça commence déjà, quoi. Donc ça, c'est tout ce problème-là que j'ai envie d'évoquer un petit peu ce soir, même si on n'aura pas le temps, et surtout ce problème de mentalité qui est le problème numéro un, au-delà d'un système de jeu, qui est le problème numéro un au Paris Saint-Germain, non pas depuis Tourelle, mais aussi depuis Emery, l'attitude et la mentalité que provoque un groupe équipe, une force collective qui n'existe pas à Paris. Et quand j'entends Tourelle, encore une fois, j'insiste là-dessus, qui depuis, on va dire, lundi, a mis l'accent vraiment à 100% sur sa com là-dessus, on se rend compte que le match était un match tout pété. Qu'on vient de me dire que c'est les matchs de fin de saison, que les joueurs ont peur de se blesser, etc. Je veux bien, mais encore une fois, il n'y a rien eu, quoi. Oui, non, bien sûr. Je suis assez d'accord dans l'ensemble sur ce que tu dis. Maintenant, en fait, quelle va être, on va dire, la solution à ce problème-là? Parce que si on regarde bien, ça fait quand même un moment qu'on l'a. Même avant Tourelle, on l'avait, ce problème de mentalité. On l'a depuis un moment. On a eu des cadres qui sont partis. On a dû changer d'entraîneur, ne serait-ce que depuis qu'on a senti cette fébrilité, au moins de 2 entraîneurs, si ce n'est 3. Si on compte Laurent Blanc avec, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit faire un renouvellement complet de l'effectif ou du moins de laisser partir des cadres importants? Donc quand je dis cadre important, c'est-à-dire des Thiago Silva, ça veut dire des Verratti, ça veut dire des Cavani. Donc on parle pas de simples joueurs ou de joueurs de transition, on parle de vrais modèles aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Donc est-ce qu'il faut se séparer de ce genre de joueurs-là, ou est-ce qu'au contraire il faut éviter le plus de mouvements possible et essayer de faire avec les forces qu'on a, essayer de se renforcer? Enfin voilà, quelle va être la solution? C'est quelle solution on peut trouver à ces problèmes liés au Paris Saint-Germain, ou du moins à la mentalité parisienne depuis un certain temps? Disons que dans l'abstrait et dans les rêves, ça serait, à mon avis, de virer ou de changer 85 voire 90% de l'effectif. On sait tous que c'est pas possible avec le fair play financier. Donc on est contraint à faire quelque chose. Apparemment, j'allais dire, les bruits qui courent vraiment sont de continuer avec Tourelle, de vider un petit peu cette corbeille, je le dis sur ton Discord, cette corbeille de fruits où vous avez des fruits qui sont pourris, la vider au maximum de façon à inculquer une nouvelle énergie pour l'année prochaine. Est-ce que ça va prendre? Je sais pas, parce que ça voudrait dire que Tourelle doit revenir le Tourelle qu'il était en Allemagne. Est-ce que en faisant ça, il va être crédible? Je ne pense pas. J'ai bien peur pour la saison prochaine, car tout le monde pense qu'il faut changer les choses. On sait tous où il faut changer les choses, mais le problème c'est qu'on peut pas, on est lié. Donc j'ai bien peur que, effectivement, on prenne les mêmes et on recommence. On n'a qu'à voir, on va chercher un joueur à Manchester United qui est tout pété depuis 3 ans et demi. Je vois sur Twitter, tout le monde est content, c'est gratuit, etc. Mais en vérité, le mec, c'est Paredes, c'est son frère jumeau, c'est un dos d'âne, c'est mauvais, c'est pas ce qu'il faut à Paris. Alors on va me dire oui, mais c'est... Gilles, on en reparlera après. Ça, c'est plutôt la section Mercato, justement, où le départ a été officialisé de Herrera, donc où la porte d'arrivée au Paris Saint-Germain est la plus probable à l'heure actuelle. Maintenant, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que ce sera un bon choix ou pas? On va en discuter tout à l'heure. Là, en fait, c'est surtout par rapport à l'effectif actuel. Est-ce que, comme tu viens de le dire, on a... Réellement, il faudrait 80-90% de changements dans l'effectif actuel pour que ça puisse peut-être repartir sur de bonnes bases. Maintenant, on sait que déjà le fair play financier nous l'empêchera, parce qu'on ne pourra pas non plus recruter une dizaine de joueurs, c'est pas possible. Donc là-dessus, on va être un peu bloqué. On va devoir aussi revendre à bon prix, parce qu'on sait très bien quand le PSG vend, c'est plus compliqué parce que ça veut tirer vers le bas les prix, parce qu'en général on veut s'en débarrasser. Maintenant, voilà, sur l'effectif actuel, comment trouver une solution pour qu'on puisse contourner, entre guillemets, je dis bien contourner dans le sens que le fair play financier nous pénalise pas, déjà d'une, mais que sans pour autant ça casse complètement un possible élan, ou du moins une possible continuité avec Tourelle sur ce qu'il a fait ce début de saison. Je pense que Tourelle ne veut pas le faire, mais une des premières choses, je pense, parce qu'on sait qu'il n'y aura pas beaucoup de mouvements, une des premières choses, si on veut taper fort, instaurer une autre mentalité, c'est de changer de capitaine.
J'ai rien contre Thiago Silva, mais Thiago Silva, capitaine du Paris Saint-Germain, moi, ça me pose un vrai problème, un vrai problème. Marquinhos, le voir second capitaine, ça me pose aussi un problème. Dixit, je l'attends toujours, moi, à la séance de penalty, j'attends qu'il tire son penalty contre Rennes, qui pose ses responsabilités, entre guillemets, qu'il les pose et qu'il les mette sur la table. Non, il préfère dire champion mon frère. Donc, je pense que Tourelle a balayé en touche le capitanat pour Neymar. Je pense qu'au contraire, moi, c'est une énorme connerie. Je pense qu'il faut responsabiliser Neymar, le mettre encore plus au cœur du projet. Je pense que Neymar, à l'heure d'aujourd'hui, il divise l'équipe à la place de l'unir en le mettant capitaine. Je pense qu'il y aurait une unisson derrière Neymar. Je pense que déjà, rien que ça, on parle pas de transfert, on parle pas de fair play financier, on parle déjà d'un changement. C'est rien que le brassard le changer. Le brassard de capitaine devrait revenir à Neymar pour toi. Bah, disons que parmi les plus mauvais, je vois pas lequel peut, à part Neymar, on pourrait parler de Cavani, mais mettre le brassard à Cavani, c'est se mettre les Brésiliens à dos, ça crée un problème dans le vestiaire. Je pense que Neymar, c'est le leader technique de l'équipe. Je pense que Neymar est le capitaine aussi du Brésil. Je pense qu'à un moment donné, il est temps qu'il soit responsable dans un grand club. Il ne l'était pas au Barça, c'était Messi ou Iniesta ou Xavi. Donc, à un moment donné, faut le responsabiliser. J'ai envie de vous dire, il est payé pour ça aussi. On lui donne une blinde. Sur la responsabilité, je veux bien te suivre là-dessus. Que effectivement, Neymar, c'est une star. On l'a ramené au Paris Saint-Germain comme étant le porteur de notre équipe et de notre ambition. Maintenant, si on regarde, ça fait 2 ans qu'il est au Paris Saint-Germain. Il a fait les 6 premiers mois, il s'est blessé après. Là, il a refait 6 mois, il s'est reblessé après. Pour un capitaine, est-ce que ce serait juste de le mettre capitaine alors qu'il n'a pas été réellement présent au bon moment, ou du moins dans les moments les plus cruciaux des 2 dernières saisons? Est-ce que vraiment ça impose le choix de lui donner ce fameux brassard, ou est-ce qu'il vaut mieux pas peut-être jouer sur un autre joueur, quoi, le brassard sur un autre joueur, un joueur qui on va dire, on va le positionner comme étant aussi un élément incontournable de cet effectif. Là, je pense à Cavani, évidemment, pour lui montrer que, bon, malgré son âge, il fait partie du projet et on compte sur lui. C'est quand même une belle preuve de confiance. Voilà, après, tu parlais pour Marquinhos. Effectivement, Marquinhos, mais quand même, Marquinhos, mine de rien, il fait quand même le taf. Quand on voit que Thiago Silva ou même que Marquinhos ne sont pas là, on voit qu'on a des faiblesses énormes au niveau de la défense. On voit que ça reste quand même des tailles patrons, mine de rien, par rapport à le peu qu'on a vu de bien sur cette saison. Et depuis quelques saisons, mine de rien. C'est enfin, je sais pas, ou alors je me trompe complètement. Je sais pas, aiguille-moi, hein. Non, mais en ce qui concerne, j'ai pas envie de rentrer dans le détail sur Marquinhos, mais il faut changer le brassard. Il faut le mettre à quelqu'un d'autre. On a parmi notre équipe, dans notre équipe, j'appelle ça la team loser. Vous les connaissez, ils sont là depuis longtemps au club, et c'est des gens en plus qu'on a vu trop beau, qu'on a fait trop beau, qui maintenant sont sur un nuage. Il faut responsabiliser vraiment Neymar au centre de ce projet. En plus, en mettant le brassard à Neymar, quelque part, Neymar, il aura encore plus de visibilité. Et croyez-moi que Neymar aussi, il joue sur son image. Et un PSG qui va être, j'allais dire, pas rayonnant, qui va avoir une sale mentalité, quelque part, si Neymar est capitaine, ça sera de la responsabilité de Neymar. Donc, je pense que Neymar, il va mûrir avec ce brassard. Alors, je vois pas qui d'autre à qui on pourrait le donner. Le donner à Cavani, ça serait une erreur stratégique pour le vestiaire. Encore une fois, même s'il le mérite, moi je suis un pro Cavani, vous le savez tous, il le mérite ce brassard s'il vient rester au Paris Saint-Germain, encore faudrait-il qu'il reste, mais s'il vient rester, il le mérite. Mais ça foutrait le bordel dans le vestiaire, on repartirait sur une saison toute pétée. Et justement, donc est-ce que ce serait pas ça justement un peu la solution aussi à notre problème? Est-ce que ce serait pas justement de casser un petit peu ce côté ambiance brésilienne au Paris Saint-Germain qui est là depuis quand même, qui est instauré quand même quasiment depuis l'ère Qatari? Donc est-ce que ce serait pas une bonne chose justement que ce fameux Capitana, au lieu qu'il revienne à un Brésilien ou qu'il reste à un Brésilien comme c'est le cas depuis maintenant 7 ans, est-ce que ce serait pas mieux
de le donner à un autre joueur qui n'est pas dans ce fameux contexte brésilien. Cavani est l'exemple parfait pour moi. Enfin, moi après c'est mon avis. Si on me demandait le choix entre Cavani et Neymar qui devrait porter le brassard, moi je choisirais Cavani personnellement. Après, je vais lire un petit peu d'ailleurs ce que vous en pensez sur Facebook, et on fera intervenir aussi quelqu'un, comme je vous l'ai dit, on fait un live en direct sur Facebook, mais on le fait aussi sur le Discord. Donc Foster, si tu m'entends, n'hésite pas à balancer l'adresse Discord sur le message Facebook, que vous puissiez nous rejoindre, et je vais faire passer quelqu'un donc du coup en direct, je vais même en faire passer plusieurs, pour qu'ils nous donnent leur avis, justement par exemple sur le sujet Capitana. Voilà, donc je vais lire un petit peu ce que vous dites là-dessus. Jean-Philippe qui nous dit Cavani est sur le départ, donc non, il ne peut être capitaine. Quand tu entends Tourelle dire qu'il veut mettre Buffon capitaine. On a Céline, alors là c'est une discussion j'ai pas vu. Doufi qui nous dit ouf, j'ai pas raté trop. Non, salut Doufi, t'inquiète, comment tu vas, installe-toi, on est parti. Thierry qui dit c'est jeune, on parle de beaucoup trop de joueurs aujourd'hui au PSG, quelles sont tes sources pour le prochain mercato? On en parlera tout à l'heure. Chaque année c'est toujours pareil, il manque deux milieux, un défenseur, un ailier. Ouais, ça part beaucoup sur le mercato. Il y a du t'as raison Gilles, il y a du t'as raison John. Mais vous me dites pas non plus ce que vous en pensez vous. Ça manque de communication au niveau de nos dirigeants. Antero et Nasser, aucun mot, rien depuis Manchester. Ils nous prennent en otage, on est orphelin du club, on supporte. On va finir par ne plus les supporter. Moi, là, ouais, vas-y, c'est intéressant ce que tu viens de dire, et j'aimerais lancer un message, mais ça sera à la fin de l'émission. Et John, j'ai envie de te dire, depuis tout à l'heure, on parle du Capitana, mais en vérité, je sais même pas pourquoi on parle de ça, puisque Tourelle a pris une décision. Il nous a expliqué, comme il nous avait expliqué que contre Manchester United, c'était un accident, et là, il nous a expliqué clairement qu'il est satisfait de ces deux capitaines, à savoir Thiago Silva numéro 1, Marquinhos numéro 2. Donc, je sais même pas pourquoi on fait un débat, parce que Thiago Silva ne va pas quitter le club, que Marquinhos va rester. Encore une fois, quand je disais qu'on va reprendre les mêmes, peut-être à trois têtes, quatre têtes nouvelles, on prend les mêmes et on recommence, on va recommencer dans le même délire. Je suis d'accord avec toi. Non, mais là, le sujet n'était pas de est-ce qu'il va changer de capitaine, est-ce qu'il faut mettre un capitaine. Non, le sujet, c'était pas ça. Le sujet, c'était quelles seraient les solutions pour justement casser ce manque, cette mentalité vraiment très fébrile depuis quelques saisons, et qu'on retrouve à tout le temps à la même période, même s'il y a des blessés. Et puis ça aussi c'est un vrai problème, les blessés, on en parlera aussi. Ça aussi, il faudrait trouver une solution pour éviter d'avoir trop de blessés. Donc voilà, c'était là-dessus qu'on était amené à se dire, est-ce qu'un changement de capitana ne ferait pas du bien aussi à notre effectif? Je vais d'ailleurs demander à Bruno, là, je sais pas si Bruno il veut participer. Normalement il est pas en muet, j'arrive pas à le débloquer. Bon, sinon c'est pas grave, je vais en prendre un autre. Allez, je vais prendre Antoine. Voilà, Antoine qui est sur le Discord. Salut à toi Antoine. Salut Antoine. Ah non, c'est Bruno ou c'est... Oh là là. Ouais, non, Bruno il est là. C'est bon, Bruno est là. Bruno, vas-y. On était en train sur le sujet du Capitana. Qu'est-ce que t'en penses toi? Non, je disais bonjour à Antoine, parce que donne la parole à Antoine, on en discutera après si tu veux. Non, mais vas-y, puisque en fait, je sais pas, il est toujours en mute, donc c'est à ton tour. Sur les capitaines, aujourd'hui, alors je suis d'accord avec Gilles sur le côté brésilien et puis le côté clanique du Paris Saint-Germain. Le clan des Brésiliens a toujours été important. Faut pas oublier que tous les Brésiliens qu'on a, ils ont tous connu la branlada de 2014 quand ils se sont fait fesser, déculoter sur la place du marché par les Allemands dans leur Coupe du Monde. Et que en fait, cette culture de là, ah bah tiens, on va s'en prendre une, bah, j'ai l'impression qu'on l'a retrouvée, notamment quand ça commençait à devenir difficile. On n'a pas de gueulard. Donc, très honnêtement, oui, Cavani, en termes d'état d'esprit, je vois pas quel joueur, mais même en Europe, aurait un état d'esprit meilleur que Cavani. Maintenant, est-ce qu'il a la personnalité pour s'imposer et pour demander à certains qui parlent trop ou trop fort dans le vestiaire de fermer leur gueule? Ça, j'en suis moins sûr. Donc, le souci, c'est aujourd'hui, quel est le mec qui se distingue ou qui sort du lot dans le vestiaire? Aujourd'hui, j'en vois pas et je trouve ça extrêmement dommage. Ouais, donc ça pourrait être aussi, ça rejoint un peu ce que tu disais, qu'on manquait de gueulard, et c'est peut-être ça en fait notre problème, c'est qu'on n'a pas un capitaine gueulard qui sort de ce contexte-là et qui est capable de dire par son expérience, par sa maturité et puis ce qu'il est capable d'apporter dans un effectif. On n'a pas ce genre de joueur-là.
en dehors du clan brésilien, on ne l'a pas en fait. C'est peut-être ça en fait, le recrutement qui pourrait être qui pourrait faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire non seulement être bénéfique tout simplement sur l'effectif en lui-même, mais en plus de ça, sur le côté psychologique. C'est peut-être ça qu'il nous faudrait en fait, c'est de mettre ses billes sur un vrai gueulard. Mais quel gueulard pourrait être sur le marché qu'on pourrait viser et qui pourrait jouer ce rôle-là? C'était le rôle qu'on prévoyait à Gigi. Et le problème, c'est que dans le dur, sur le match qu'il fallait pas perdre, la bourde décisive, c'est Gigi qui l'a fait. Oui. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est un peu compliqué. Alors effectivement, c'est peut-être la seule ou une des rares bourdes qu'il fait dans la saison. C'est peut-être un petit peu dommage, même si on avait l'habitude avec Bernard Lama, des gardiens qui font des bourdes quand il faut pas. Mais ceci étant dit, aujourd'hui, à part aller chercher Florent Balmont qui est vieux et qui gueule, je vois pas qui en fait serait capable d'en imposer un petit peu. Dani Alves, il a le parcours, il a le palmarès, il a tout, mais en même temps, il joue que pendant 2 mois dans la saison et puis tout le reste, il fait des petites balades et puis il fait une petite course le long de la ligne de touche. C'est vrai que c'est compliqué parce que toute la saison, Dani Alves, on l'a dit, il est à chier, sauf entre janvier et mars, il était pas mal. Oui, c'est vrai. Donc voilà, aujourd'hui, avoir un joueur qui soit indiscutable, en tout cas dans son état d'esprit et dans son investissement sur le terrain, quitte à pas forcément être bon, mais en tout cas à jamais être mauvais, cette saison, j'en ai pas vu. On a Fred, on a Fred Ben qui te répond, qui dit Silva n'était pas là lors du 7-1 ni Neymar. Voilà, pour te répondre sur le côté. Neymar était blessé, Silva était en tribune. Ouais. Voilà, c'était ça qui répondait par rapport à ça. On a Quentin Lepant qui nous dit acheter Ramos, ça réglera tous les problèmes. Oui, c'est une solution. C'est vrai qu'un Ramos, moi j'irais pas non. Ouais, mais Ramos il sera pas protégé niveau carton rouge avec Paris comme il est avec le Real. Hein, donc il jouera jamais. C'est vrai. Encore une fois, faut voir ce que va être l'équipe l'année prochaine et comment va jouer cette équipe. On peut supposer pratiquement à 90% que ça sera le PSG sur des exploits individuels. On va pas voir un PSG avec une force comme l'Ajax a pu l'être cette année, comme Liverpool a pu l'être avec une force collective. On va avoir un PSG, j'allais dire, qui va jouer sur ces deux talents, sur ces deux pépites que sont Mbappé et Neymar. Vu que ça va être ça, autant les responsabiliser à 100%. C'est pour ça que je dis qu'il faut militer pour le capitanat de Neymar, parce que l'équipe va tourner autour de Neymar, voire d'Mbappé. Il n'y aura pas une équipe de force collective. Vous attendez pas à avoir 11 guerriers sur le terrain à courir comme des fous, comme peuvent le faire d'autres équipes en Europe. Ce n'est pas vrai. Si Tourelle vous dit ça, il est en train de vous raconter de la flûte. On va sur une année avec des exploits individuels. Et puisque c'est ça qu'on a choisi, puisque c'est ça qu'il va y avoir, autant les responsabiliser à 100%. Oui, non, mais là-dessus, vu comme ça, je suis plutôt d'accord avec toi. Vu comme ça, si vraiment on ne peut pas avoir ce fameux joueur un peu gueulard comme on le cite depuis tout à l'heure avec Bruno, si on ne peut pas faire un changement profond dans l'effectif parce que le fair play financier va nous en empêcher et qu'on n'aura pas la possibilité de recruter des joueurs de calibre supérieur à ce qu'on a actuellement à ce moment-là et qu'on va jouer sur un recrutement d'un banc plus que d'un jeu de joueurs titulaires. Donc ça revient bien à ce que tu disais, c'est-à-dire on prend les mêmes et on recommence. À ce moment-là, effectivement, oui, dans ce cas de figure-là, le choix de mettre Neymar capitaine serait plus judicieux que de laisser à Thiago Silva. D'accord. Tiens, moi je vais passer Luffy 27, je vais lui ouvrir le micro et je serais curieux de savoir de quoi il veut parler. Vas-y Luffy, on t'écoute. Alors, normalement, normalement il peut parler. Luffy, tu peux activer ton micro. Normalement, il veut pas. Il veut pas. Ou il peut pas. Ah, ça y est, normalement il est débloqué. Luffy, tu nous entends? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, vas-y Luffy. Bienvenue sur l'émission, on t'écoute. Apporte-nous un peu des lumières. Merci de l'accueil. Écoutez, moi je suis 100% d'accord avec Gilles. Il faudrait un Neymar, responsabiliser Neymar. Il faut lui donner les clés. C'est lui la tête de gondole du Paris Saint-Germain. C'est lui qui peut faire gagner le PSG par ses passes décisives, par ses buts, par cette mentalité de gagnant. C'est pour ça qu'on l'a recruté. Je pense qu'il faut le responsabiliser et lui faire comprendre que voilà, si on veut gagner des titres comme la Ligue des Champions, il faut qu'il assure. Et si on lui met le capitanat, il est obligé d'assurer. Parce que, comme a dit Gilles tout à l'heure, l'image, c'est très important pour lui. Donc voilà, moi je pense que à 100%, c'est Neymar capitaine et les joueurs vont être obligés de suivre derrière.
Parce que si les gars se mettent pas au taquet, comme Mbappé, comme ces autres joueurs, Neymar va être obligé de gueuler, va être obligé de faire quelque chose, de montrer l'exemple, de courir sur le terrain, etc. Et si ton meilleur joueur sur le terrain court, les autres seront obligés de courir. Ouais, mais moi j'ai une Voilà. question alors à te poser. Étant donné que ça fait déjà 2 saisons qu'il est au club et qu'on l'a vu, il a une très grosse fragilité à la cheville et ça, tous les défenseurs ou du moins tous les joueurs du monde sont au courant. Donc on voit très bien quand il joue qu'il joue sur cette fameuse cheville. On l'a vu cette année et ça d'ailleurs, il a été blessé, on n'a pas pu l'avoir sur les matchs face à United. Donc c'est-à-dire qu'on n'a même pas pu l'avoir pour les huitièmes et que si on avait continué malgré United, si on était passé, on l'aurait pas non plus pour les quarts, même les demi. Donc, est-ce que ça vaut le coup aussi de mettre un capitana pour les 5-6 premiers mois qui sont plutôt bons en général pour le Paris Saint-Germain et puis après perdre ce fameux capitana et de le remasculer à un deuxième capitaine qui lui ne sera peut-être pas là pour faire exactement ce que Neymar aurait pu faire à ce moment-là. Est-ce que c'est pas on joue trop on blinde Neymar mais par contre s'il est plus là on est dans la merde. Ouais, mais un capitaine, c'est pas tous les jours sur le terrain. Il y a les aléas du football, il y a des blessures. Moi, je veux un capitaine qui soit vocal, qui montre sur le terrain par ses actions et qui soit vocal aussi entre eux, quoi. Quand ça va pas, bah voilà, qu'ils disent les choses tout simplement. Donc, moi, je pense que faut pas se dire oui, il va être blessé, ceci, cela. Un capitaine, ça englobe beaucoup de choses. Donc voilà, faut lui donner cette chance de pouvoir se montrer. Et s'il réussit, c'est tout bénef pour lui. Donc voilà, moi je pense qu'il faut changer quelque chose. Il faut changer Ah quelque oui, de chose. toute façon, changer quelque chose, ça, il va bien falloir le faire parce que si on continue comme ça, de toute façon, on n'y arrivera pas non plus l'année prochaine ni l'année d'après, hein. Donc, il va vraiment Thiago falloir Silva, changer. chaque fin de match, chaque désillusion, il nous sort le même discours. Il nous sort, oui, bah, on est désolé, on a donné tout ce qu'on pouvait. Il nous raconte de la flûte depuis des années et des années. Neymar, je pense que s'il vient en interview à la fin d'un match, il est beaucoup plus sanguin. Il va plus dire, parce que lui, ça va le toucher. Ça se voit que c'est un gars qui a une mentalité quand même qui veut gagner quelque chose, Bah, qui bien veut sûr, laisser une marque. Il veut laisser une marque, il veut laisser quelque chose, il veut qu'on se rappelle de Neymar. bien Thiago sûr. Silva, sa carrière, elle est faite. Voilà, lui, il a pris son argent, il est au PSG, il a 34 piges. Sa carrière, elle est terminée. Il gagne, voilà, c'est bien. Mais pour lui, c'est fini. C'est derrière lui. Neymar, il a 27 ans, il a tout approuvé. Il a tout approuvé. Et là, il a choisi le PSG. S'il part sur un échec, c'est pas bon pour lui. S'il réussit, c'est tout bénef. Il laissera sa marque. Donc moi, je Et pense qu'il rien faut... que. Ouais, vas-y. Vas-y, fini. Non, vas-y. Non, non, mais Non, j'allais dire. Et puis, rien que pour la demi-gifle, la petite gifle là, qu'il a mis aux supporters rennais, là, je pense qu'il mérite le Mais bien. capitanat du PSG à vie, quoi, sans déconner. À un c'est moment, vrai, c'est vrai. il les a posés. Il a C'est pas posé, Thiago ouais. Silva, Non, il non, aurait dit, il a posé Thiago ses mots. Silva, il lui aurait dit non, faut pas dire ça, excuse-toi, etc. L'autre, il est arrivé, il lui en met une. À un moment donné, vous voulez des gens qui fassent respecter le club, etc. Alors, je dis ça avec humour, bien évidemment, mais encore une fois, je pense que, mais on pourrait développer, je pense, des heures et des heures. Tourelle a décidé de faire autrement. Eh ben, écoutez, on va faire autrement. En tout cas, merci Luffy Ok. d'être intervenu. Si tu as un dernier message, après, je vais faire Non, participer d'autres allez-y. personnes. Après, moi, le seul truc, c'est que au lieu de demander que le PSG parle à travers des communiqués, etc., moi, je pense que c'est plutôt les joueurs et l'entraîneur qui devraient montrer des choses, qui devraient montrer que c'est une équipe qui sont solidaires et que quand on fait un match de merde, à la fin, on dit, bon, on a gagné 1-0, mais 2-0, 3-0, mais on a fait un match de merde, on va essayer de s'améliorer. Il faut qu'ils montrent autre chose, qu'ils arrêtent de rester dans cette, je sais pas, de rester à ce niveau-là et de se contenter de ça, quoi. C'est ridicule au final, parce que voilà, les mecs, ils passent pour des mercenaires qui prennent leur argent. Ils ont oublié le plaisir de jouer au foot et d'être une équipe et de gagner des titres. Enfin, je sais pas, si tu as la chance d'être footballeur, c'est pas un métier comme si tu étais postier ou poubellier ou j'en sais rien. T'es footballeur, t'as envie de jouer, t'as envie d'être une équipe, t'as envie de gagner. Enfin, ils ont perdu tout ça. Donc je pense qu'il faut un gros changement et montrer qu'ils en ont. Enfin, ils ont le salaire, ils ont la belle vie, ils vivent à Paris, ils jouent dans un grand club. Ils veulent quoi de plus? Merci Luffy. Bon, merci d'avoir participé. On va continuer. On va changer un peu de sujet puisque bon, on a fait une grosse, tout simplement une grosse parenthèse sur le Capitana. Maintenant, je pense qu'on peut partir sur autre chose. Là, on parlait justement des solutions pour le Paris Saint-Germain pour l'année prochaine. Donc évidemment, qui dit solution dit aussi mercato.
On va partir un petit peu sur ce sujet, puisque c'est aussi ça maintenant l'actualité qui arrive au Paris Saint-Germain. Ça reste le mercato. On sait maintenant que Herrera officiellement ne sera pas à Manchester United l'année prochaine. On sait que le Paris Saint-Germain est très très proche de le signer. Enfin, en tout cas, c'est ce que tous les médias disent à l'heure actuelle, qu'il y a 99% de chances qu'il signe au Paris Saint-Germain, que ce soit la première recrue parisienne. Donc, on a envie de dire, on va tous valider un peu ce transfert-là actuellement. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Gilles? Herrera, est-ce que c'est une bonne pioche? Il est gratuit, il va nous coûter 8 millions par saison sur un contrat de 4 à 5 ans. Est-ce que c'est une bonne pioche réellement ou pas? Second couteau. Second couteau. Allez, dis-nous en plus. Second couteau. Non, c'est second couteau. Alors, bien sûr, on va me dire, oui, mais avec les contraintes du fair play financier, on peut pas trouver mieux, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Encore une fois, on va entasser des joueurs comme le Paris Saint-Germain, c'est le faire. Ça va faire 6 mois bon. Sur Twitter, ça va dire en route pour le Ballon d'Or pour ce joueur. J'exagère, mais c'est ça l'image. Et puis après, au bout de 7 mois, bah, tout le monde va vouloir lui couper la tête, un petit peu comme ça s'est passé pour Choupo-Moting. Au début, on m'a expliqué que le mec, il savait défendre, patati, patata, c'était un Giroud, qu'il était utile. Et puis maintenant, tout le monde n'en veut plus. Paredes, il y a certains qui disent qu'il faut encore attendre, mais il faut pas besoin d'attendre pour savoir qu'il ne convient pas au Paris Saint-Germain, qui peut être bon dans un autre club. Ce joueur, encore une fois, ça fait 3 ans et demi qu'il glande rien à Manchester. Il est arrivé, il a fait des belles saisons sous Bielsa. Il arrive à Manchester United, il fait 3 mois qui sont bons, et après, c'est mort, mort, mort. Et de plus, quand il joue pas, monsieur fait la gueule dans le vestiaire. Donc, encore une fois, on va chercher un joueur, je sais pas pourquoi. Pourquoi? Pour entasser, pour simplement remplir une feuille de match, ça m'énerve, honnêtement, ça m'énerve. Alors qu'il y a des joueurs qui sont aussi talentueux que lui, qui jouent même en Ligue 1, qui n'ont pas de nom, qui n'ont rien du tout, et qui apporteraient meilleur que ce mec-là, quoi. Mais Lui, vous vous rendez compte? et pour toi, ces joueurs-là, quel joueur par exemple en Ligue 1 on aurait pu recruter donc à faible coût, parce que même s'il nous coûte 8 millions par saison, il va rien nous coûter en termes d'argent, d'enveloppe de recrutement. Donc quel milieu en Ligue 1 par exemple serait meilleur qu'un Herrera et qui pourrait postuler même à une place de titulaire au PSG? Mais vous allez rigoler, mais je peux Vas-y. vous assurer que dans un joueur de rotation, etc., je t'en cite un, mais ça va te faire rire. Je te cite Grenier, au hasard. Au hasard, tiens, je te cite Grenier, moi. Je te dis, bah, ce mec-là, dans la rotation à Paris, bah, pour gagner des matchs contre Angers, etc., le mec, il va faire le job. Il est même capable de te mettre un coup franc, même s'il en a pas mis depuis je sais pas combien d'années. Mais encore une fois, c'est un exemple tout bidon que je viens de dire. Mais on va chercher des joueurs qui, après, on va entasser sur le banc. Tu viens de dire à juste titre que ce joueur, il est gratuit. Mais en vérité, c'est pas si anodin que ça. Au-delà de ça, c'est qu'il prend la place d'un joueur et qu'après, on peut plus le vendre. On ne peut plus le vendre. On les traîne comme des boulets. Donc, quand on me dit, ouais, c'est gratuit, non, en vérité, ça a un coût. Et ça a un coût sur le sportif. Ouais, exact, exact. Bah, ça, c'est bien vu, ça. C'est vrai qu'effectivement, quand tu te bloques sur un transfert à 4-5 ans, ça veut dire que pendant 4-5 ans, bah après, qu'est-ce que t'en fais? On l'a vu, on a eu le cas avec Ressé, on a eu le cas avec Krikoviak, enfin voilà, on a eu même le cas avec, même si dans une moindre mesure, ils étaient un petit peu plus performants, bah, Stambouli et Cabaye. Mais oui, c'est vrai qu'effectivement, on se bloque beaucoup. Donc, et puis si l'année prochaine on part sur un milieu, alors avec ce joueur, Paredes, Verratti, voire, je dis une bêtise, peut-être un Alan, encore une fois, ça voudrait dire que Paredes, si il reste, je dis bien s'il reste au Paris Saint-Germain, ça veut dire qu'il va rentrer dans la rotation. Rendez-vous compte, on a été chercher un mec 47 millions pour foutre dans la rotation. Et qu'on vienne pas me dire, c'est juste hallucinant ce qui se passe à Paris sur les transferts. Mais enfin bref. Tiens, passe quelqu'un, là, on va passer la parole à quelqu'un. Vas-y, choisis au hasard. Allez, on va prendre. Au hasard. Allez, au hasard, allez. Sur qui pour parler sur Herrera? Sur les transferts qui veut. Allez, on va passer la parole à Dany59, tiens. Allez, tu l'as débloqué ou allez, je vais. Vas-y. Ça y est. Dany, normalement, c'est bon, je crois. Tu nous entends, Dany? Dany. Hop, active ton micro. Dany, es-tu avec nous une fois? Oui, je suis là. Oui. Voilà. Donc, t'écoutes, Dany. On t'écoute, Dany. Donc, salut les gars. Salut à toi. Salut. Donc, niveau transfert, Herrera, ouais, c'est pire qu'un second couteau. Il joue pas du tout déjà à Manchester.
c'est pas un joueur qui doit venir au Paris Saint-Germain. D'accord, tu peux développer un petit peu pour toi, pourquoi il devrait pas venir au Paris Saint-Germain? Il n'y a pas de y a pas une très bonne qualité de jeu, Herrera. Il y a un petit peu de technique, mais niveau physique, il n'y a pas. Si, sous Bielsa, parce que Bielsa, c'était un entraîneur qui avait de la poigne, qui savait le tenir. Ça, c'était Mais même Mourinho en début c'était vers 2011-2012, ça. Ouais, D'accord. que c'était un Athletic Bilbao. Ouais, donc il y a un moment déjà, il y a 6-7 ans. Voilà. Et là, en plus, il a pris de l'âge et je trouve qu'il y a beaucoup de. Il y a des autres joueurs qui ont de la niaque. Ouais, il y a des joueurs en Ligue 1 qu'on pourra aller chercher que malheureusement on va pas les chercher parce que les clubs vont mettre les prix assez haut. Bah, mais tiens, par exemple, toi, quel serait ton. On va dire, tu as le droit. Enfin, en étant raisonnable, c'est-à-dire, tu sais que tu as le fair play financier au dos, mais on sait que tu as une petite enveloppe où tu peux jouer sur le milieu. Si tu avais deux joueurs à choisir pour le milieu, tu choisirais qui? Qui c'est que tu ferais venir, mais que ce soit réalisable, évidemment. Deux joueurs que ça serait réalisable. Oui, c'est-à-dire, allez, on va dire, un bon, un bon joueur où tu peux aller mettre 60-80 millions, et un autre où tu sais que tu pourras pas forcément mettre la même valeur parce que bah, tu as, d'autres chantiers aussi à faire et que ça va aussi jouer sur tes reventes par rapport à tes reventes. Donc il y a moins de certitude. Bah, après, il y a un joueur qui a éclaté cette année, mais est-ce qu'il va continuer sa progression? C'est Donny van de Beek, Ouais. qui a fait une saison extraordinaire comme tout l'Ajax. Van de Beek, donc qui est, on va dire, en Il y a transfert à 60 millions Ah, par l'Ajax, qui est prêt à accepter voilà. 60 millions. Ok. Et en deuxième milieu, qui c'est que tu prendrais? Et après, un joueur que il paye pas de mine, mais qui fait quand même ses saisons, il joue à Porto, Danilo Pereira. D'accord. Et c'est C'est c'est- c'est un, quel profil? C'est plutôt un. Parce que celui-là, c'est un- je l'ai pas suivi. c'est plutôt un 6, C'est il plutôt un ratisse pas 6. mal de ballons, et il fait un sacré boulot. D'accord. Donc ça, ce serait Pereira et De Beek, ce serait vraiment ton milieu à toi. C'est pas. Ouais, c'est. On va dire, on va fortifier un petit peu le milieu, on va le rendre un peu plus costaud. Après, est-ce que ça pourrait se réaliser? Faudrait voir déjà ce que le PSG compte mettre ou pourra mettre cet été sur la balance, enfin sur la table, et quel poste ils vont privilégier. On sait que Tourelle, lui, il veut au moins 2 voire 3 millions, parce que 2 voire 3 milieux, pardon, parce qu'on sait aussi que Rabiot va quitter aussi le Paris Saint-Germain, donc on n'aura pas remplacé donc Matuidi, on n'aura pas remplacé non plus Rabiot, parce qu'on n'aura pas anticipé, on n'aura pas remplacé non plus Mota. Donc c'est à dire qu'on a quand même 3 postes de milieu à recruter. Paredes est arrivé en cours de saison et n'a pas fait non plus grande impression. On y a tous cru, hein, on s'est tous dit, bon, allez, si le PSG va mettre autant d'argent sur un joueur comme lui, qu'on a vu qu'il était capable aussi de faire des belles choses, bah, qu'au Paris Saint-Germain, il arrivera à s'adapter. Est-ce que les 6 mois de Paredes ont suffi pour son adaptation, ou est-ce qu'il faut lui donner enfin, est-ce que la saison prochaine, il sera meilleur, ou est-ce que c'est un cas désespéré? D'ailleurs, Gilles, bah déjà, je vais remercier Dany d'avoir participé, et je vais poser la question à Gilles sur le cas Paredes. Gilles, t'es toujours avec nous ou il est parti? C'est pas grave, je vais faire intervenir quelqu'un d'autre le temps Il est qu'il revienne. parti se faire pipi. Il est parti faire pipi. Ah, ça c'est bien, Gilles. Bah tiens, Bruno, tiens, bah je te pose la question, Bruno, toi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, pour Paredes? Est-ce qu'il faut lui laisser encore un peu de temps? Est-ce que faut. Là, on voit qu'il y a aussi, au niveau de la direction, on voit que ça veut déjà s'en séparer. Voilà, qu'est-ce que t'en penses, toi, Bruno? Ouais, je pense que quand tu veux te séparer d'un type, c'est que dans le quotidien, il doit y avoir un certain nombre de choses que nous, on ne voit pas. Le mec, il arrive en cours de saison. C'est jamais facile d'arriver, de monter dans le train en marche. Ensuite, il parle pas la langue, mais il y a beaucoup d'hispanophones dans l'équipe, donc normalement, c'est un bon facteur d'intégration. Normalement, au bout de 6 mois, tu commences à faire des matchs pas trop mal. En l'occurrence, il a fait des meilleurs matchs juste après son arrivée que ces derniers où tu te dis c'est pas possible de rater un contrôle à 5 mètres ou de rater une passe que tu viens de recevoir à 3 mètres. Donc, au final, moi j'ai l'impression que ses pires matchs, c'est les derniers qu'il a fait et non pas ceux où il venait d'arriver. Pourtant, il était censé arriver hors de forme et en dehors de sa zone de forme puisque c'était la pause en Russie. C'est vrai. Donc au-delà de ça, on a payé très très cher un type hors de forme
qui, au bout de 6 mois, n'a pas montré grand-chose. Donc, moi, je suis pas dans l'immédiateté, il faut attendre. Je serais pas surpris qu'on le garde un an de plus. Si on doit le laisser partir, qu'on le laisse partir. Par contre, si les dirigeants prennent une décision de éventuellement vouloir s'en séparer, c'est qu'au quotidien, il doit se passer quelque chose aussi. Bah, on a retrouvé Gilles. Gilles, ton avis là sur Paredes justement sur ce qui s'est passé depuis son arrivée, sur les matchs un peu en dents de scie qu'il a eu et puis les matchs qui plus on avance et puis c'est catastrophique. On sait qu'on va devoir le garder, on sait qu'en interne ça se pose les questions de devoir peut-être s'en séparer aussi. Toi, ton ressenti sur Paredes? Bah, mon ressenti, je pense que Paredes est à son niveau. Alors peut-être il est vraiment à son niveau. Ceux qui vous ont vanté comme quoi c'était quelqu'un qui défendait, et on s'est rendu compte sur le dernier match que Alves court plus vite que lui, c'est dire, sachant qu'Alves il est en déambulateur. Donc pour moi non, Paredes il est à son niveau. Il est vraiment à son niveau. C'est pas parce qu'il va avoir 2% de physique en plus qu'il va courir plus vite, le garçon. Paredes fait du Paredes. Maintenant au club, c'est vrai que moi je sais de sources sûres que beaucoup veulent déjà s'en séparer. Il se murmure là via son agent que Paredes décide de lui-même de vouloir déjà partir parce que apparemment il aime pas un petit peu le vestiaire, il s'y sent pas à l'aise. C'est l'excuse qu'il trouve à droite à gauche. En off, il dit qu'il est pas bien dans l'équipe, il se sent pas bien et que ça influe sur son jeu. Non, moi je pense que Paredes là il est à son niveau, il est capable de faire une passe, deux passes, mais quand on va jouer contre un bloc très très bas comme en Ligue 1, ces passes laser elles vont servir à quoi? Je vous pose la question. Moi encore une fois, je change pas d'avis depuis décembre sur ce joueur. Oui, toi, c'est vrai que dès l'arrivée de Paredes, dès sa signature, tu étais déjà sur le Discord à dire que c'était une grosse erreur qu'on faisait. Tu étais même l'un des seuls à le dire, je tiens à le préciser. Nous, on était plus en... Bon, on va attendre, on va voir ce que ça va donner. On a peut-être que il va nous apporter quelque chose. De toute façon, on a à ce poste-là, Rabiot, à ce moment-là, on a appris que Rabiot ne prolongera pas au Paris Saint-Germain et que forcément le Paris Saint-Germain comptait ne plus le faire jouer. Donc il nous fallait un milieu en urgence. On s'est dit, on a préféré être dans l'attente de voir est-ce que ça va avancer ou pas. Là, on voit bien que le temps pour l'instant te donne raison, Gilles. Disons que, encore une fois, je pense qu'à Paris, le gros problème, c'est qu'on sait qu'on n'a pas de milieu. Qu'importe, j'avais expliqué, Mimi Mati vient signer à Paris. Le moment que ça joue au milieu de terrain, on est tous contents parce qu'on a un vide là-dessus. Mais en vérité, est-ce que ça correspond réellement à ce qu'a vraiment besoin l'équipe pour aller éventuellement être dans le dernier carré de la C1? C'est pas avec des joueurs comme Paredes. Quand j'entends aussi, je fais un comparatif, mais c'est exactement la même chose. Quand j'entends beaucoup de gens disent, ouais, Bernat, c'est bon. Mais Bernat, vous le comparez à quoi? À Kurzawa qui est une grosse tâche. Parce qu'en vérité, Bernat, ça doit être simplement numéro 2 au Paris Saint-Germain. Il doit pas être numéro 1. Le problème, il est là, c'est qu'on se contente des joueurs comme Paredes, comme Hera qui arrive de Manchester United. Il y a plein de supporters qui vont être contents parce que ils pensent que ça remplit l'effectif. Mais si tu remplis l'effectif des joueurs qui vont pas t'attirer le groupe vers le haut pour aller, comment ça s'appelle, gagner la C1, eh ben, ça sert à rien de les entasser parce que tu perds des années, tu pourras pas les revendre. Encore une fois. Et Paredes, il faut pas sortir de Saint-Cyr pour se rendre compte que même en conditions physiques, ce joueur va pas t'apporter les exigences que tu veux pour aller en C1. Ouais, c'est un problème. Hein. C'est un problème. Hein. Si effectivement tu dis vrai sur la suite, ça va être un problème parce qu'aujourd'hui, et ça rejoint un peu ce que tu disais aussi pour Herrera, c'est qu'aujourd'hui il prend une place en fait. Il prend une place parce que c'est quand même un gros contrat qu'on lui a fait signer, enfin, un contrat sur une longue durée. Donc il prend une place. Donc ça veut dire que même avec un recrutement, on aura quand même ce joueur-là dans notre effectif la saison prochaine. Maintenant, est-ce que ça suffira en remplaçant? Est-ce que ce poste-là de remplaçant, ça suffira? Mais on l'a bien vu que cette année, il était déjà en poste de remplaçant et que ça marchait pas non plus. Après, là où je veux rebondir, c'est que il a été conduit sur l'effectif parce qu'on a eu beaucoup de blessures, on a eu beaucoup de cas quand même. Hein. Et ça, c'est un gros problème qu'on rencontre et j'aimerais bien qu'on en débatte un petit peu, justement, en vue de ce mercato-là. Quand on voit que... Et ça fait quand même plusieurs années que c'est le cas, hein. C'est pas une saison, c'est pas 2 saisons, c'est un bon paquet de saisons où on voit toujours la même chose. C'est-à-dire qu'à partir de janvier-février, on commence à avoir nos cadres qui faiblissent, qui tombent, qui se blessent. On a Cavani qui se blesse, on a Neymar qui se blesse, on a Verratti qui se blesse. Enfin voilà, on s'est retrouvé à un moment, on n'avait même plus notre 11 titulaire, on avait
11 joueurs blessés limite, quoi. C'était devenu une catastrophe. Je crois qu'on avait 2 joueurs du titulaire et le reste c'était que des remplaçants. Même Tourelle disait il savait plus quoi faire, quoi, avec cet effectif. Il trouvait d'ailleurs cette excuse-là aussi pour justifier les mauvais résultats du Paris Saint-Germain depuis Manchester United. Donc voilà, c'est quoi faire en fait avec ce problème médical qu'on rencontre régulièrement, enfin tout le temps, tous les ans, John à la même période. Oui. John, pour aller dans le sens de Gilles, je vous rappelle une phrase de Johan Cruyff quand il était entraîneur du Barça. Il avait dit que le niveau d'une équipe, c'est le niveau de son joueur le plus faible. Le problème qu'on a eu, et ceux qui pleurent Lucas cette saison ont raison là-dessus, on a viré Lucas pour garder Nkunku, pour donner du temps de jeu aux petits jeunes. Longtemps, nos petits jeunes qui étaient prometteurs, on les a laissés partir en disant on a des joueurs confirmés, les petits jeunes ils n'ont pas encore le niveau, ils se cassent. On a essayé de faire le contraire, sauf qu'on l'a fait avec pas les bons joueurs. Et au final, aujourd'hui, le delta entre les titulaires et les remplaçants, il est trop important. On perd trop en qualité, on perd trop en niveau de jeu et on perd. Enfin, c'est même plus qu'on perd, c'est qu'on éteint complètement le côté état d'esprit. Le souci qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, moi je suis tout à fait d'accord, je suis le premier défenseur de Bernat. Je vous rappelle que dès qu'il est arrivé, je vous ai dit putain, vous allez voir, vous allez voir. Moi je suis d'accord avec Gilles sur le fait que Bernat c'est un second couteau. Mais Bernat, il est arrivé dans une hiérarchie qui n'était pas établie, et lui, il a renversé la table en disant je vous emmerde, et même hors de forme, même en n'ayant pas joué pendant un an, ben, je vais prendre la place de titulaire. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun joueur dans l'effectif qui était déjà là qui s'est dit merde, le mec il a pris la place, on va aller se battre pour la reprendre. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun arrière-gauche ou aucun mec qui joue à Paris qui a été disputé cette place-là. Et Bernat, il s'est installé tout seul. Et on ne peut pas dire qu'il a fait que des bons matchs. Après, il s'installe aussi parce que Kurzawa se blesse et il se blesse longuement. Donc, à part Bernat, on s'est retrouvé, on n'avait que Bernat au final. Oui, mais quand il revient, il peut essayer d'aller lui choper la place. Et en fait, rien du tout. Ouais. Non, mais là on parle le mec, il arrive, Bernat, son concurrent direct, c'est Kurzawa, à savoir c'est ma grand-mère. C'est normal que ma grand-mère joue pas au PSG. Donc voilà, quoi. Mais pour en revenir aux blessures, John, oui. Excepté, j'allais dire, Neymar, mais j'aimerais par contre parler de Cavani. Cavani, c'est un joueur, si tu regardes sa carrière, qui s'est très peu blessé. Et c'est un joueur qui a beaucoup donné à son corps. Vraiment énormément. Dans toutes les équipes où il a été, il n'a pas arrêté d'y aller. On peut penser malheureusement que depuis sa blessure du mondial, et ben avec l'âge, avec ce qu'il a fait souffrir à son corps, et ben que maintenant il commence à mettre plus de temps aussi à revenir. Et on sait tous que Cavani, même un tout petit peu blessé, il a besoin d'être à 100% pour pouvoir vraiment être bon sur le terrain. Donc déjà, il y a ce problème-là concernant Cavani. Donc peut-être que maintenant, il est dans une phase où il va se blesser de plus en plus souvent. Ensuite, il y a Neymar. J'avais dit que Neymar, quand il signe à Paris, j'avais dit que Neymar arrive blessé. On m'a traité de ouf, moi je veux bien, mais quand Neymar signe à Paris, il est déjà blessé au pied. C'est pas une blessure qui date, j'allais dire, d'il y a 1 an et demi ou 2 ans. Il est déjà blessé. Il y a une faiblesse concernant Neymar, concernant son pied. Maintenant, on en paye les pots cassés. Donc ça, j'allais dire, on y peut rien. Et après, il y a les aléas du football. Regardez, j'ai souvenir là, tout de suite en tête de Kerrer, le tac qui se prend. Moi, quand j'ai vu le tac, je me suis dit, le mec, on le voit plus pendant 6 mois, alors que le mec, tout de suite après, 2 minutes après, il rejouait. Et puis, il y a d'autres joueurs, comme Thiago Silva, qui, un truc anodin que tu apprends, qui se fait une arthroscopie, etc., qui est indisponible pendant un laps de temps. Il y a Verratti, j'allais dire moins cette année, mais qui souffrait de pubalgie, etc. Généralement, c'est quand même chaud à son âge parce que c'est jeune. Et on a aussi des joueurs qui sont fragiles. Mais j'ai envie de te dire, à un moment donné, les blessures, tu vas les chercher toi-même. Quand ton corps, tu l'habitues pas à aller dans le mal, et que de temps en temps, un match sur 2, tu vas dans le mal, et ben ça tire, ça coince. Si les mecs, ils se bougeaient un tout petit peu plus leur cul dans les matchs en championnat, même si c'est des matchs tout pétés, qu'ils allaient un petit peu au bout d'eux-mêmes, et ben peut-être qu'ils se blesseraient moins souvent. Oui, après, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi, je pense, l'aspect médical au Paris Saint-Germain. Ça a toujours été défaillant, on le sait. Et il y a eu pas mal de révélations là-dessus. Maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi changer un petit peu ça aussi, tant qu'à faire des changements, ou est-ce que déjà l'aspect médical ne devrait pas être un petit peu changé au sein du club? Ça, ce serait un point quand même à... Oui. L'aspect médical, j'ai envie de te dire, il n'a pratiquement rien à voir. Quand tu vas voir ton médecin, généralement, c'est en dernier recours. Les médecins du Paris Saint-Germain, certes, ils ont peut-être une part de responsabilité s'ils relancent
sous pression du joueur ou sous pression de l'entraîneur, un joueur trop tôt dans la compétition. Mais à la base, la cellule médicale, si tu as une bonne prépa physique, c'est plus sur la prépa physique. C'est là que j'aimerais vous entendre. Sur la prépa physique, c'est ça qu'il faut taper du doigt. C'est pas l'aspect médical. Bah ouais, mais l'aspect. Alors, je suis d'accord. Si ton joueur il se pète, c'est pas le médecin qui l'a pété. Le médecin, il est là pour constater qu'il est pété. Qu'est-ce qui fait que On te capte mal, Gilles. Gilles, on te capte mal. On va perdre Gilles. Gilles, On ça a capte perdu. pas bien dans tes Ouais, toilettes. ça y est, on a perdu Gilles. Donc oui, j'ai bien compris ce qu'il voulait dire. Oui, c'est sûr, c'est la prépa physique, faut en parler aussi. Mais dans ce cas-là, si on parle de la prépa physique, on a quand même eu la prépa physique d'un Emery, on a eu la prépa physique d'un Tourelle quand même en début de saison, on a eu la prépa physique aussi d'un Laurent Blanc. Donc qui sont quand même 3 entraîneurs complètement différents, ou du moins qui avaient un staff avec eux différent. Donc et pourtant le problème reste récurrent. Donc je vais attendre que Gilles revienne parce que j'aimerais bien qu'on finisse sur le mercato, savoir un petit peu les tendances, en tout cas de notre côté, les tendances qu'on a sur le mercato estival. Pour l'instant, sur quoi ça prend forme. Je vais attendre que Gilles revienne et on va finir là-dessus. Gilles, est-ce que tu es à nouveau avec nous? Ouais, mais pour l'instant, vas-y, passe quelqu'un parce qu'on a passé pas beaucoup de gens et après, je vais me déconnecter, je vais revenir parce que là, je bug trop. Ok, alors dans ce cas-là, je vais faire rentrer, Azedino. Tiens, Azedino, hop. Azedino, tu nous entends? Normalement, t'es débloqué, tu peux parler. Enfin, normalement, si j'ai pas fait de bêtises. Ah, je fais tout en même temps, hein, donc c'est vrai que c'est pas évident. Normalement, il est débloqué, il faut qu'il l'active, donc il l'a pas activé. C'est pas grave, on va tenter un autre. Tac, tac, tac. Hop. Oh, j'ai débloqué Mika. Mika, tu m'entends? Mika, je crois qu'il est en train de manger. Ça, c'est les aléas du live, hein, vous voyez, hein, on essaye de vous faire participer, mais si vous n'êtes pas dedans, ça va être un peu compliqué. Tiens, Robin. Tiens, je vais faire rentrer Robin. Robin, tu m'entends? Salut. Salut Robin, merci d'être là. Tiens, dis-moi un petit peu ton avis un petit peu là-dessus avant que je parte sur le mercato. Sur justement ce débat-là, quel changement on pourrait apporter à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain hors mercato en lui-même. Je parle quand je dis hors mercato, c'est-à-dire hors changement de joueurs, c'est-à-dire on recrute 2-3 joueurs. Hormis ça, que ce soit dans notre effectif, que ce soit sur, comme il l'a dit Gilles, la prépa physique d'avant-saison, ou que ce soit de l'ordre médical, qu'est-ce que toi, ou même la direction, sur quoi tu penses qu'il serait mieux de viser pour améliorer la situation? Alors moi je pense que sincèrement il faut taper sur la direction parce que on voit que les joueurs changent, que les entraîneurs changent, mais qu'à la direction c'est toujours le même bazar. Donc il y a un moment où je pense que quand tu veux consolider une maison, il faut commencer par les bases. Alors, je suis d'accord avec toi. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Maintenant, quand on a eu ce problème-là avec Nasser Al-Khelaifi, parce que je sais que beaucoup visent Nasser Al-Khelaifi comme étant... Ah non, moi je parle pas de Nasser. Le problème. Non, mais je dis pas toi, je dis il y en a plein sur les réseaux sociaux quand ils s'expriment sur ça, qui disent il faut changer Nasser, il faut mettre un autre président, etc. Nasser, on lui a reproché beaucoup d'être proche des joueurs, et ça a été le cas, et c'est vrai, ça a été une vérité. Sauf que c'est vrai que depuis déjà deux bonnes saisons, il n'est plus autant déjà au parc, il n'est plus autant à côté des joueurs, et il n'est plus là à prendre la parole pour ses joueurs comme il l'a fait pendant un bon moment. Il a quand même changé un petit peu, pourtant ça suffit pas. Donc est-ce que le problème viendrait pas justement de l'entente, enfin pour moi de l'entente Tourelle-Henrique, parce que je pense que le problème il vient de là. C'est ça qui est ciblé, qui cible tout le mercato aussi. Si déjà ils s'entendent pas, on l'a vu, on en a payé les pots cassés pour cet hiver. Ils n'étaient pas d'accord sur des noms de joueurs, ils ont refusé, Tourelle a refusé des signatures de joueurs, l'autre a pas voulu, a eu des contacts de joueurs qui ont signé au Paris Saint-Germain cet été alors qu'ils n'étaient même pas au courant. Je parle pour le cas de Choupo-Moting vis-à-vis d'Henrique. Donc voilà, toi, quel est sur la direction, c'est quoi ton changement à toi? Ben, moi, en fait, tu l'as résumé un peu, c'est que comment tu peux pas t'entendre entre le directeur sportif et avec ton entraîneur pour avoir après des mercatos pourris, ou après l'entraîneur va se plaindre la moitié du temps parce qu'il a pas assez de joueurs ou parce qu'il a pas assez ceci, pas assez cela. C'est soit on donne un peu plus de pouvoir aux entraîneurs parce que au final on change, mais il y a rien qui change.
ou soit, pour moi, je pense que c'est plus le directeur sportif qui est mis en cause. Ouais, le directeur sportif. Pour toi, c'est le problème. Ok, je te remercie. Je vais essayer de faire passer quelqu'un d'autre. Merci à toi, Foster. Non, c'est pas Foster, c'est Robin, pardon. Excuse-moi. Merci à toi, Robin. Puis on se revoit tout à l'heure hein, pour la suite sur le Discord. Pas de problème. Hop, on va essayer d'en faire passer un deuxième avant que Gilles revienne. Ah, tac, tac. On a Jonathan. Tiens, Jonathan. Je sais pas s'il peut il nous entend. Hop, Jonathan Smith. Alors, je sais pas s'il nous entend ou pas. En tout cas, je le vois avec le micro coupé. Donc, non. Tant pis, on va faire passer quelqu'un d'autre. Allez, on va faire passer, tiens, Moula Gouache. Ah, vous avez des noms, franchement, sur le Discord. Vous êtes chelou avec vos noms. Donc, Moula. Hop, il s'est mis en muet. J'essaie de le débloquer. Il ne se débloque pas. Hop. Pourtant, il est débloqué. Tac. Non, il est toujours bloqué. Bizarre. Bon, c'est pas grave. On va faire passer... Vous êtes nombreux en plus hein, dessus. Hein. Mais c'est super compliqué si vous activez pas vos micros aussi de l'autre côté. Bah c'est pas grave. Je vais lire les commentaires un petit peu. Tiens, parce que je vous ai pas lu. C'est vrai que je vous ai même pas lu. Je suis vraiment désolé. C'est difficile de gérer deux plateformes en même temps. Faut gérer le Discord. Faut vous gérer aussi sur Facebook. Je me suis pas bien occupé de vous. Je suis désolé. Je vais vous lire tout de suite. On a Maeva qui dit: on a l'impression que dans cette équipe, le problème est le mental, la nervosité qui fragilise les joueurs. Sébastien qui dit: moi je vendrais Buffon, Alves, Silva, Kurzawa, Meunier, Di Maria, Nkunku, Paredes, Cavani et Choupo. Mais après il faut les remplacer aussi, il faut avoir le mercato aussi pour pouvoir, enfin il faut avoir l'argent aussi pour pouvoir les remplacer, même si tous ces joueurs là ils peuvent nous amener de l'argent, c'est pas des grosses mannes financières hein. Cavani 34 ans, Meunier en dents de scie, Di Maria par rapport à son âge c'est compliqué, Nkunku il est pas bon, Paredes il est pas bon, donc on perdrait de l'argent rien qu'avec ces deux joueurs là on perdrait de l'argent finalement. Didier qui dit: moi je suis à 100% d'accord avec Gilles, on a des bons joueurs mais ils jouent pas pour le club que pour leur gueule. Ce club que j'aime et déprime, il fait une grosse révolution, qu'il joue en équipe, il faut des milieux et de la défense et le reste on vend, et pour moi le club ne fait pas des bons choix. Par exemple Lucas Matuidi, il nous faut Delirte de l'Ajax, et comme j'ai déjà dit, on ne gère pas un club comme une entreprise. Waouh, il y en avait des choses à dire Didier. Maeva qui dit: est-ce qu'on pense recruter un leader d'équipe cet été? Bah c'est ça la question, ça va être ça la question d'ailleurs on va en discuter là avec Gilles là-dessus. Je finis la lecture pour vous. On a Céline qui dit: bon appétit à Mika, puisque vous avez dû entendre, il devait être en train de manger quand j'ai voulu le faire intervenir. On a des milieux pour Zayn, donc c'est ce qu'il pense qu'il faut recruter. Ernso, putain, vous avez des noms. Jorzil, excusez-moi si je les mâche. Il faut se séparer de Draxler. D'accord. Oui, bah oui, ça c'est l'un des sujets sur lequel on est parti tout à l'heure. Le joueur, on les a, c'est les mentalités qu'il faut changer. Donc on revient toujours sur l'esprit qu'on a actuellement de défaitiste. Enfin, du moins que quand on est au pied du mur, eh ben on n'a pas le mental de se relever. Quand même on mène et qu'on a les cartes en main, eh ben on n'a pas les couilles d'aller plus loin et d'aller valider tout ça. Doofy Duck qui nous dit: il faut leur foutre une cellule une cellule psychologique. Oui, c'est pas con ça. Après, je pense que quand même ils ont ça. Hein. Faut pas le cacher. Ils doivent forcément avoir des psychologues au sein du Paris Saint-Germain, comme au sein de tous les grands clubs. Il faut toucher là où ça fait mal, c'est-à-dire leur salaire. Ouais, mais je suis pas sûr que, ils gagnent tellement d'argent ces joueurs-là que c'est pas sûr qu'ils puissent ça fasse quelque chose les salaires. Et puis s'ils touchent plus là, ils iront ailleurs et puis c'est tout. Hein. Le problème, c'est qu'au club, les dirigeants ne connaissent pas le foot. Qu'on nous ramène Wenger en directeur exécutif, ça ira beaucoup mieux. Matt, salut à toi, qui nous dit: vive le Qatar, vive le PSG, à l'année prochaine, ce sera notre année. Qui est super optimiste, et c'est très bien parce qu'il faut quand même rester un petit peu optimiste. On a bouffé notre pain noir sur cette saison, mais on gagne quand même un titre. Même si c'est même pas le minimum syndical, puisque le minimum syndical c'est les 2 coupes et le titre avec l'effectif qu'on a, et on n'a pas réussi à le faire cette année. Donc c'est vraiment une saison, la pire saison, faut le dire, la pire saison sous l'ère Qatari. Donc voilà, on espère que ça sera la seule et unique, et que l'année prochaine on va refaire d'autres choses. Gilles, t'es à nouveau là? Ouais, je suis là, ouais. On finit sur le mercato, comme ça on les libère, parce qu'il y a du foot aussi qui va commencer ce soir. Donc pour ceux à qui ça intéresse, il y a un Attends, match. je suis désolé.
Un match, c'est pas un match de foot, hein. C'est deux équipes de chèvres, voilà. Deux équipes de chèvres qui jouent ce soir, qui sont données rendez-vous. J'allais dire une comédie, mais bon, oui, un match comique, donc qui est ce soir, qui est Marseille-Lyon. Donc voilà, ceux qui veulent le regarder, je pense qu'il faut les libérer et je pense qu'ils attendent surtout pour le mercato. Donc on y va, on est parti. Ouais. Que dire? Moi, j'ai dit qu'on reprenait les mêmes et qu'on recommence. L'objectif du club, c'est on va dire quatre nouveaux joueurs. Même si on espère plus au sein du club, mais c'est quatre nouveaux joueurs. J'ai simplement envie d'attirer déjà l'attention, c'est que au niveau des joueurs, il y a quand même beaucoup de joueurs ou de jeunes joueurs prometteurs qui ne veulent pas venir au Paris Saint-Germain. Ça commence à poser un problème. Il y a des joueurs, malgré que ce soit le Qatar, malgré que ce soit l'argent, des joueurs qui ont 24, 25 ans, qui, s'ils ont le choix entre le Barça ou le Paris Saint-Germain ou d'autres clubs en Europe, eh ben, ils vont choisir les autres clubs en Europe qu'à Paris. Ça, déjà, faut le savoir. Ouais, Ensuite, il y a quand même on va dire, un esprit qui est en train de changer vis-à-vis du Paris Saint-Germain, en fait. C'est ça que tu es en train de nous expliquer. C'est-à-dire qu'au début, c'était un petit peu, j'allais dire, oui, le club qui donne de l'argent, des gros salaires, etc. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont 24, 25 ans, qui se disent, ouais, certes, je vais peut-être gagner plus au Paris Saint-Germain, mais je vais peut-être, au niveau de ma carrière, faire quelque chose de plus beau dans un autre club. Peut-être que le challenge est différent. Donc, j'ai plus l'impression qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, c'est devenu une maison de retraite dorée. C'est-à-dire que on se tape des joueurs qui ont eu un vécu par le passé, qui sont un petit peu en stand-by dans certains clubs, mais qui ont une petite notoriété. Et puis eux, par contre, qui viennent à Paris et qui signent un gros contrat, et qu'une fois qu'ils sont à Paris, eh ben ils sont vraiment en dilettante et au Club Med. Voilà. Donc maintenant, ce qui est la priorité du club à l'heure actuelle, ça va vous poser un énorme problème. C'est pas le milieu de terrain, sachant que normalement ça devrait l'être, mais c'est le poste de gardien de but. C'est juste hallucinant. C'est pour vous dire où va le club. Aujourd'hui, la priorité, c'est de régler les gardiens de but. Alors qu'on manque de latéraux, on manque éventuellement surtout de milieu, mais non, la priorité du club, c'est les gardiens de but. On a prolongé Areola, on lui donne 700 boules, mais non, la priorité, c'est comment on va essayer de le dégager et qui on va prendre. Encore une fois, on reprend à travers. C'est pour vous dire qu'on va avoir un mercato très, très, très compliqué au sein du Paris Saint-Germain. Très compliqué. Il va y avoir des choix. Il va y avoir des choix à faire. On va pas pouvoir recruter non plus 15 joueurs. Hein. Donc là, t'en as ciblé 4. Moi, sur ce que j'avais, c'était surtout 3 et 3. Donc c'était plus 6 en fait, moi, qu'on me donnait. Donc en tout cas, 6 joueurs qui étaient susceptibles de se faire signer par le Paris Saint-Germain, avec 5 sûrs et 6, c'est vraiment s'ils ont une opportunité. Donc après, il y aura des reventes aussi forcément. Et moi, de ce qu'on me dit, il y aura un gros coup. Il y aura un gros coup qui sera fait, ou du moins, et toi tu m'as dit que, là tu nous as dit sur Discord, tu nous avais informé que d'ailleurs Enrique avait pour mission de signer un gros coup, enfin du moins un gros joueur, mais qu'après le reste ça va être un peu du rafistolage, en gros c'est ça, l'avenir, le mercato. Le mercato c'est carrément ça, c'est un gros coup, voire deux. Si on estime que pour certains d'entre vous, je pense que ça sera un gros coup. Donc, et ensuite, c'est vraiment du rafistolage. Mais encore une fois, la priorité aujourd'hui, c'est de régler au plus vite le poste de gardien, les postes de gardien, et ensuite, c'est de dégraisser l'effectif, de dégraisser. Et là, il va y avoir problème. Ouais, parce que là, là, tu parles des gardiens. Donc, si on fait une mise au point. On a Areola qui a prolongé l'année dernière et qui prend, je crois, 7 ou 8 millions par saison. On a Buffon qui n'a pas encore prolongé pour la deuxième saison, puisque c'était 1 an plus 1 an en option, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc est-ce que l'option elle est levée ou pas? Je crois que c'est encore en stand-by pour l'instant, il n'y a rien de confirmé. On a le retour de prêt aussi de Kevin Trapp qui fait une excellente saison avec Francfort. Donc est-ce que lui va avoir sa carte à jouer? Et de l'autre côté, on vise aussi, enfin on sait que Derrea, ça fait un moment que le Paris Saint-Germain travaille aussi sur ce coup, comme c'est un joueur qui pourrait signer gratuitement s'il décidait de ne pas prolonger avec Manchester United. Donc voilà en gros où on en est au niveau des mercatos, enfin au niveau des gardiens, on en est là en fait. Ouais, on en est là, sachant que Areola, c'est vrai, il a toujours
des contacts et plays en Angleterre, mais que va devenir son salaire? Concernant Trapp, la décision, si Trapp, ce que je sais moi, c'est que si il reste au Paris Saint-Germain, c'est en tant que numéro 1. Il veut pas Il ne être fera pas numéro de cadeau. Il ne fera pas de cadeau au Paris Saint-Germain, c'est en Exact. tant que numéro 1. En ce qui concerne Areola, s'il reste au Paris Saint-Germain, il veut rester numéro 1. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Donc encore une fois, j'avais expliqué l'année dernière que le début du mercato, la priorité, ça devait être les gardiens. Bah voilà, on l'a pas fait. On a été chercher Buffon gratuitement. On n'a pas réglé cette priorité-là, et on se retrouve un an après toujours avec le même problème. En ce qui concerne les latéraux, certains voient, j'allais dire, Kurzawa partir. Je peux vous dire que le club est même dans la réflexion de le prolonger. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de club qui en veut, donc on va se retrouver encore avec un boulet supplémentaire. Donc si Kurzawa prolonge, ne soyez pas étonnés. C'est compliqué. Au milieu de terrain, normalement, il y a un gros joueur qui devrait arriver, en ce qui concerne maintenant Cavani, j'ai bien envie de dire que à l'heure actuelle, ça peut changer, mais que Cavani va rester au Paris Saint-Germain, mais encore une fois, tout peut bouger. Mais d'après ce que je sais, c'est que Cavani serait sur une prolongation plus qu'un serait parisien la saison prochaine. Il y a des gens qui ont voulu s'en séparer, à moins de faire un coup, c'est de prendre un joueur lillois. Et si ce joueur vient à venir au Paris Saint-Germain, il remplacerait Mbappé sur le terrain et Mbappé viendrait à glisser à la place de Cavani. Mais avec le fair play financier, je vois pas comment ça peut être possible. Voilà. Donc on est encore parti avec, pour les pros Cavani, peut-être qu'ils seront contents. Pour les anti-Cavani, vous allez encore le supporter encore un an avec son Bamos, mais à moins que ce joueur lillois, parce que c'est la priorité. Le joueur lillois dont tu parles, évidemment, c'est Pépé. Hein, je pense que vous l'avez tous compris. On parle de Pépé qui est intéressé, enfin qui s'intéresse, qui intéresse grandement au Paris Saint-Germain. Après, c'est aussi une question de gros sous, puisque Lille sait que c'est une pépite et qu'ils peuvent le vendre à prix d'or. Donc voilà, après, est-ce que ça peut se faire? Comme il l'a dit Gilles, le fair play financier va nous empêcher de faire beaucoup de choses. Il peut y avoir un très gros coup qui va se faire au niveau du milieu. Maintenant, ça dépendra aussi des reventes, hein, évidemment. Hein. On a quand même, enfin, s'il y a des départs, s'il y a un Draxler qui s'en va, s'il y a un Di Maria qui s'en va, ça rapportera quand même de l'argent. Je suis pas sûr, enfin moi de mon côté, je suis pas sûr qu'une arrivée de Pépé forcerait Cavani au départ. Si. Je pense vraiment. Et concernant Di Maria, un départ, non. Di Maria sera parisien la saison prochaine. Oui, parce que Tourelle, il le garde sous sa coupe. Ça, Di Maria sera, à moins qu'il accepte une offre émanant de Chine, mais il n'a pas trop envie de manger du riz. Non. Donc Di Maria sera parisien la saison prochaine. Oui, donc on aurait Di Maria. Donc Draxler serait peut-être plus susceptible du coup que Di Maria à partir. Maintenant, on sait que Tourelle, il veut absolument pas laisser partir Draxler, il veut le garder pour la saison prochaine. Donc ça, c'est encore une espèce une mauvaise relation entre Enrique qui lui souhaite son départ et Tourelle qui lui souhaite le garder. On a qui d'autre? Ah oui, on a aussi le côté droit, l'arrière droit, Meunier. Qu'est-ce qu'on fait avec Meunier? Est-ce qu'on le garde avec tout ce qui se passe autour de lui? Au niveau du terrain aussi, sportivement parlant, il n'a pas apporté grand-chose cette saison. On a eu beaucoup de problèmes au niveau du côté droit. Qu'est-ce qu'on fait aussi du côté droit au niveau de l'arrière droit? Est-ce qu'on doit changer? On a le petit Colin Dagba qui commence à exploser aussi un petit peu. Enfin, du moins, vu la médiocrité du niveau affiché par le Paris Saint-Germain depuis 5-6 matchs, c'est vrai que un petit Dagba, il sort la tête de l'eau, quoi. Lui, il se montre. Alors, est-ce qu'on n'est pas un peu aveuglé par justement cette baisse de niveau du Paris Saint-Germain actuel, qui fait qu'un petit Dagba, on le remarque, par rapport à ce que normalement le potentiel du Paris Saint-Germain devrait nous montrer sur le terrain, avec un Tourelle aux commandes. Qu'est-ce que t'en penses, Gilles? Non, je pense que sur ça, tu as entièrement raison. C'est la faiblesse de certains joueurs, la faiblesse au niveau technique, la faiblesse au niveau mentalité qui font que, par exemple, Dagba sort un peu du lot et
Qu'on le remarque. qu'on lui donne qu'on le remarque et qu'on lui donne un collier. Encore une fois, ça veut pas dire qu'il va pas réussir, mais il faut sur ce côté droit, il faut se séparer d'Alves, il faut se séparer de Meunier, mais encore une fois, il y a que 4 mouvements. Donc que moi Alves reste la saison prochaine, personnellement, je serais dégoûté, mais on est bien parti pour avoir encore une fois les mêmes et on recommence. Ouais, c'est ça. Hein. Les... C'est ça, Excepté, c'est sur ça qu'on est en train de vous préparer excepté un petit peu. Excepté Meunier. Alors ceux qui disent oui, il va y avoir du changement, la mentalité va être différente, l'année prochaine ils vont se servir, etc. C'est du flanc Mireille. C'est du flanc Mireille. C'est du flanc Mireille. Et moi j'avais envie de lancer un message, comme je t'avais dit. Oui, tu voulais lancer un message avant de finir. Ouais, c'est sur le dernier match avec le titre. Ça sert à rien d'aller là-bas, d'aller au parc et de siffler. Honnêtement, ça sert à rien. Ça a été fait l'année dernière, souvenez-vous, soi-disant que les joueurs allaient comprendre. Vous l'avez déjà fait l'année dernière, et puis ils n'ont pas compris apparemment. Ils n'ont pas compris. Ceux qui sont contents de ce qu'ils ont vu cette année du Paris Saint-Germain, qui sont contents de ce titre, qui sont contents allez-y, encouragez-les, applaudissez-les. Il n'y a aucun problème là-dessus. Chacun a sa vision du football et du club différemment. Par contre, ceux qui veulent y aller pour siffler, je vous invite à rester chez vous. Restez chez vous. Sifflez de chez vous comme moi. Moi, je vais siffler de chez moi. Sérieux. Mais ça sert à rien d'y aller. Ça sert à rien parce qu'ils s'en foutent. Ils vont vous sortir champion, mon frère. Même s'ils ont gagné le match 6-0. N'y allez pas. Faites tribune vide. Faites tribune vide. Faites tribune vide. Je vous assure que c'est le plus beau message que vous pourrez passer qui sera relayé. Et croyez-moi, un message comme ça, j'arrête pas de le dire sur ton Discord, John, j'arrête pas de le dire sur les péris. C'est l'image du Qatar, c'est vraiment important. Et s'ils voient qu'il y a 200 sièges pour fêter le titre qui sont vides, croyez-moi, l'équipe, ils vont pas se tarder de filmer ces images-là. Ça va être relayé sur les réseaux sociaux. Et tant pis pour nous, ça sera bien fait pour nous. Mais encore une fois, on récolte ce que l'on sème. On a fait de la merde, on sème de la merde. Et ben, écoutez-moi, ça ferait le tour. Et crois-moi, ça peut faire changer beaucoup. Ça peut faire bouger les choses. Ah, si c'est la dernière arme qu'on ait, franchement, c'est malheureux d'en arriver là parce que même dans les pires situations qu'on a eues au Paris Saint-Germain quand on était à la limite de la Ligue 2, même là on l'a pas fait quoi. On l'a pas fait parce qu'on était derrière nos joueurs avaient besoin de nous et nous on avait besoin de nos joueurs. Et bon, c'était pas la même époque, c'était pas non plus les mêmes joueurs. Mais mine de rien, c'était pas non plus la même mentalité, quoi. C'était autre chose. Donc c'est ça qu'on a besoin de retrouver. En résumé sur le mercato, hein, pour finir là-dessus, en résumé, le mercato pour cet été, on part droit vers 4-5 joueurs à peu près de recrutement, qui seront notamment sur le milieu et sur le côté défensif. Le côté gardien, on voit que c'est actuellement le poste le plus travaillé à l'heure où on se parle. Les noms qui se filtrent en ce moment ne sont pas encore confirmés, du moins on en est encore loin, on reste qu'au mois de mai, le mercato ouvre courant juin, si je me souviens bien, vers fin juin, je sais plus, il faudrait regarder la date, mais c'est dans cette zone-là. Donc il y a encore beaucoup de chemin, il y a beaucoup de pistes qui vont être étudiées jusque-là. Maintenant, savoir lesquelles vont aboutir, comme on vous l'a dit, faut s'attendre à un gros recrutement. Ça c'est clair au niveau du milieu, Gilles vous le confirme, je vous le confirme également. Le nom, on a des noms qu'on nous a cités qu'on ne ciblera pas et qui même s'ils sortent un petit peu dans la presse, ne sont pas tous sortis dans la presse actuellement, à l'heure où on se parle. Et derrière, ce sera beaucoup du rafistolage. Voilà, ça va être des joueurs un peu du calibre d'Herrera. On l'achète pas cher ou du moins on l'a gratuit. On va combler un peu l'effectif. On va demander à Tourelle de se mettre avec Enrique. Est-ce qu'ils vont encore nous refaire une bis repetita sur le mercato d'été dernier et le mercato d'hiver? Ou est-ce qu'ils vont enfin se mettre d'accord et faire enfin quelque chose de correct au niveau du mercato? C'est encore trop tôt pour le savoir. On voit que y a certaines guerres qui ne sont pas encore effacées, ou du moins les haches de guerre ne sont pas encore enterrées. Il faut attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. On en refera un live très prochainement. Dès qu'on aura un peu plus d'informations, de toute façon sur le mercato, parce que l'actualité du PSG, c'est 2 matchs. Il reste 2 matchs. On attend que ça se termine. Et puis on va passer à autre chose. On va passer au mercato et on va passer à une nouvelle saison. Donc voilà, on relancera un prochain live très rapidement dès qu'on aura d'autres informations sur le mercato. Évidemment, tout l'été, on vous tiendra au courant. On fera des lives réguliers. Pas aussi long que cela. Pas aussi long que celui-là où on est à 1h15 de live. On fera des lives beaucoup plus courts où on parlera exclusivement du mercato, de l'actualité, de ce qui se passe et qui est
plus susceptible de venir, qui devrait venir ou qui va venir, et inversement, qui partirait ou qui devrait partir. Donc ça, on fera ce petit format-là pour vous. On le travaillera avec Gilles, je pense, s'il veut bien qu'on le fasse ensemble. Et puis, en attendant, je vais remercier tous ceux qui étaient là sur le Facebook, sur le live Facebook. Merci à vous tous d'être présents comme d'habitude. Merci à tous ceux qui étaient sur le Discord, même si j'ai pas fait passer tout le monde. J'ai essayé d'en faire passer, mais certains n'ont pas forcément joué le jeu ou n'étaient pas prêts à intervenir finalement. Donc ça, on travaillera un petit peu plus la communication là-dessus. Du moins, j'essaierai d'organiser un petit peu mieux les choses pour donner un meilleur résultat. Je remercie à Bruno aussi d'être intervenu, d'être venu sur le live. Ça fait vraiment plaisir d'avoir son avis d'expert. Je remercie Gilles, comme vous pouvez le voir sur le live, vous avez vu un petit coussin avec @GillesPSG77. Donc évidemment, c'est si vous voulez suivre les périscopes de Gilles où il donne, surtout pendant le mercato, à n'importe quel moment, il peut vous donner des petites infos croustillantes. Donc si vous voulez être à la page, vous n'hésitez pas, vous allez sur le Twitter, vous allez le suivre. En général, nous deux on fait la paire, donc en général si vous le suivez, vous allez me suivre aussi, donc c'est très bien. Et puis vous pouvez voir le coussin. Pour ceux qui ne savent pas ce que représente le coussin, regardez un péri de Gilles et vous comprendrez et vous aurez le petit sourire au coin de vos lèvres. En tout cas, merci à vous tous. Merci à Gilles. Si tu veux, je te laisse le mot de la fin. Non, bah écoutez, merci, on se refait ça, y a pas de souci, merci John de ton invite. Et puis moi j'ai envie de passer un petit coucou, c'est à CC, à Céline qui était sur ton Facebook, parce que c'est une personne qui me suit depuis pas mal de temps maintenant, donc CC, je te fais un bisou. C'est pas parce que c'est une fille, c'est parce qu'en plus elle a une culture foot qui est très intéressante. Et puis j'ai envie de vous dire, si vous avez envie d'aller au parc simplement pour siffler, n'y allez pas, faites un copeau vide, laissez les sièges vides. Je sais que ça coûte du pognon, mais n'y allez pas, c'est les encenser dans la merde, encore une fois. N'y allez pas, n'y allez pas, n'y allez pas. C'est la meilleure image que vous pouvez. Si vous voulez rendre service au club, n'y allez pas. Ok, je te remercie Gilles pour ton petit message, j'espère qu'il sera passé pour ceux qui veulent suivre ce petit mouvement. En attendant, je vous remercie, je vous souhaite une agréable soirée. On finit évidemment sur l'intro et je vous dis à très bientôt. Vous inquiétez pas, je vous tiens au courant. Normalement, semaine prochaine, on fera un petit live. Allez, sur ce, je vous laisse. À ciao la famille.